Eh bien, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle table ronde, visioconférence avec nos amis les émotionneurs au cœur de Paris. Il fait pas beau, donc on est là, on est à l'intérieur, on est bien. Consacré aujourd'hui, une fois de plus, à la cybersécurité, quelle solution innovante pour nos territoires. Vous êtes nombreuses et nombreux à s'être inscrits, je vous en remercie. Et puis, merci aux intervenants qui sont là, avec beaucoup de patience. Vous allez voir, ils ont beaucoup de choses à nous raconter, beaucoup de solutions aussi à offrir aux collectivités locales et territoriales, parce que la cybersécurité demeure un enjeu majeur, enjeu parfois abstrait, souvent même abstrait pour de nombreuses collectivités territoriales, parce que sécuriser les collectivités dans leur transformation numérique, c'est assurer la continuité du service public, parce qu'il existe des solutions innovantes pour nos territoires, que notre visioconférence d'aujourd'hui va s'articuler autour de 3 questions majeures. Comment sécuriser les collectivités dans leur transformation numérique et de ce fait protéger nos concitoyennes et nos concitoyens? Quels sont les dispositifs et les offres proposées par le secteur privé afin de faire face à ce fléau? Ils sont là avec nous aujourd'hui pour répondre notamment à cette question. Et dans le cadre du plan de relance, comment peut-on établir un diagnostic et proposer un plan de sécurisation pragmatique et adapté aux différentes menaces? Alors, avant de faire un petit tour de table avec nos invités, un petit rappel tout de même intéressant. Pour la seule année 2020, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, a reçu 2287 signalements, soit environ 6 par jour, parmi lesquels 759 étaient de réels incidents, ce qui représente 33% du total des signalements. 7 d'entre eux étaient des incidents majeurs et 20 ont donné lieu à des opérations de cyberdéfense. Vous voyez, l'instant est grave, car je pense que, très honnêtement, et ça ne concerne que moi, ce que je vais dire, c'est que nos collectivités locales et territoriales n'ont toujours pas, et pour beaucoup, conscience de la gravité de la situation dès qu'il s'agit de cybermenaces. Donc, avec nous, aujourd'hui, et vraiment, je les remercie une fois encore, parce qu'en général, ils sont très occupés. Et je vais commencer bien évidemment par Gwenaëlle Martinet. Vous êtes madame conseillère auprès du directeur général de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Madame, merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Avec nous également Amandine Delamo, chargée de mission partenariat cybermalveillance.gouv.fr. Madame, bonjour également. France et territoire numérique, nous sommes associés bien évidemment à votre démarche. À vos côtés, Jean-Baptiste Voron, CTO Cybersécurité France, Atos que nous connaissons bien également. Éric Greffier, directeur technologie et développement partenariat Paris 2024 Cisco France. Éric, bienvenue. Pascal Barbier, Customer Engineering Team Lead pour le secteur public Google Cloud. Et enfin, on le connaît très bien aussi, François Charbonnier, investisseur confiance numérique, Banque des territoires. Mesdames, messieurs, donc je renouvelle mes remerciements. Je le disais avec des chiffres, je ne sais pas, Madame Martinet, si vous en êtes d'accord, conseillère auprès du directeur général, je le disais, de l'ANSSI, pouvez-vous nous rappeler le rôle de l'agence, notamment envers les collectivités, dans le cadre de ce fameux plan de relance dont on ne comprend pas toujours tout? En tout cas, moi, personnellement, mais il est intéressant de renouveler ce message auprès des collectivités locales et territoriales. Merci beaucoup, Alain. Bonjour à tous. Donc oui, je confirme complètement vos chiffres et je vais essayer d'éclairer un peu ce méandre qui vous paraît un peu complexe au niveau du plan de relance. Donc pour rappel, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information s'occupe de sensibilisation et d'information auprès du plus grand nombre via la publication de guides, via des formations accessibles notamment aux agents de l'État,
s'occupe également de prévention, avec un rôle essentiel pour élever le niveau de cybersécurité France auprès du plus grand nombre, avec la publication de référentiels, avec la qualification de prestataires de sécurité, avec des visas de sécurité sur des produits, des certifications, etc. Tout ça attesté par notre rôle d'auto-national, notre capacité à avoir une activité de recherche au plus haut niveau, qui nous permet justement cette légitimité au niveau national et international. Et puis on a un rôle de défense qui nous permet d'intervenir pour faire cesser une attaque en cas d'attaque chez des victimes, notamment dans les ministères, chez les OIV, chez les OSE, chez ce qu'on appelle les bénéficiaires régulés, qui nous permettent finalement d'intervenir, de faire cesser l'attaque et d'aider à la remédiation et à la judiciarisation. Et donc, au-delà de ces missions essentielles qui sont dans notre ADN et qui font notre quotidien, le plan de relance est arrivé en fin d'année dernière et nous a permis de mettre en place des mesures particulières au profit notamment des collectivités territoriales qui sont aujourd'hui, et vous l'avez rappelé avec les chiffres que vous avez donnés, qui sont une priorité essentielle. Les attaques quotidiennes, quasi quotidiennes sur les collectivités territoriales montrent qu'il est absolument primordial aujourd'hui de s'intéresser à elles et de venir aider pour faire comprendre ce qu'est la cybersécurité et pour les accompagner. La cybersécurité, c'est quelque chose de complexe, qui demande beaucoup de moyens, qui demande beaucoup d'énergie pour mettre en place quelque chose de pérenne. Et l'idée du plan de relance, dans son volet cyber, est vraiment de mettre à disposition un accompagnement personnalisé auprès des bénéficiaires qui le souhaitent, pour les aider à faire un état des lieux, pour les aider à comprendre l'état de leur système, l'état de la menace qui pèse sur ces systèmes, les enjeux qu'il y a autour de ces menaces, pour savoir effectivement où ils en sont, où ils doivent aller, quelles sont les mesures à mettre en place pour y arriver. Donc ça, c'est mis en place dans le cadre du plan de relance sur un dispositif qu'on appelle des parcours de cybersécurité. Alors ces parcours-là, ils sont ouverts aux établissements de santé, mais c'est pas vraiment l'objet aujourd'hui, mais essentiellement aussi aux collectivités territoriales. Sur les 136 millions d'euros du plan de relance, sur son volet cyber, 60 millions d'euros sont dédiés aux collectivités territoriales. C'est vraiment pour nous une très grosse priorité, parce qu'on est conscient de l'enjeu, parce qu'on est conscient du besoin d'être accompagné et du besoin de mettre en place des choses librées, bien définies et avec finalement l'accompagnement de l'ANSSI, même si c'est pas l'ANSSI qui viendra auprès de chacun, ce sont des prestataires, parce qu'on fait de la relance et que nous n'avons pas les moyens, nous, d'aller auprès de chaque bénéficiaire. Mais en tout cas, nous construisons avec ces prestataires le cadre qui va permettre la mise en place de ces parcours de cybersécurité. Alors, l'idée, c'est vraiment donc déjà de se déclarer candidat. On a une plateforme qui est accessible sur démarche simplifiée. Le lien est disponible sur nos pages internet sur ssi.gouv.fr. Et puis, les bénéficiaires qui ont le bon profil. Alors, c'est quoi le bon profil? Le bon profil, c'est avoir un système d'information, parce qu'il faut avoir quelque chose à sécuriser, tout simplement. Et puis, autour de ce système d'information, un petit peu comment, il faut que nous ayons un interlocuteur. Donc, avoir des interlocuteurs, ça veut dire avoir un responsable des systèmes d'information, de la sécurité des systèmes d'information qui est nommé, qui est identifié. Et qui sera notre interlocuteur quotidien, la personne avec laquelle nous pourrons discuter des mesures en place et qui pourra faire durer ces mesures. Donc l'accompagnement est pris en charge par l'ANSSI intégralement, et puis les mesures techniques qui sont nécessaires pour cet accompagnement, pour augmenter le niveau de cybersécurité, sont elles subventionnées par l'ANSSI dans le cadre du plan de relance. Donc on accorde une subvention aux bénéficiaires qui ensuite va mettre en place tous les marchés nécessaires pour être capable de mettre en place finalement des actions de sécurité qui peuvent consister en une mise en place de plans d'activité, le déploiement d'un logiciel de sécurité, une sonde de détection, des outils d'authentification, des outils de gestion d'administration. Imaginez vraiment beaucoup de choses qui vont dépendre du niveau initial de cybersécurité du bénéficiaire initialement. Donc ça, c'est le gros finalement de mesures dans le cadre du plan de relance, qui sont accompagnées de deux autres mesures plus petites, on va dire. Donc des appels à projets, plutôt pour les collectivités très matures,
qui ont déjà une politique de sécurité des systèmes d'information, qui ont déjà une feuille de route cyber, BIRIT, dans laquelle ils s'inscrivent depuis quelques temps et qui ont besoin ponctuellement d'un soutien financier pour un projet. Donc là, on étudie le projet et on cofinance avec eux la mise en place de ce projet pour donner un coup de pouce, pour être un catalyseur pour la suite. Et nous avons une dernière offre au profit des collectivités territoriales qui se matérialise par le soutien à la création de centres de réponse à incidents. Cette offre-là, type qu'on a aujourd'hui, deux offres existantes qui sont à deux bouts de la chaîne. D'un côté, on a le CERTFR, qui est le centre de réponse à incidents au profit des acteurs régulés, au profit des OIV, des OSE, et qui intervient et qui aide tout cet écosystème qui est nécessaire pour la sécurité nationale ou pour le bon fonctionnement de l'État ou de la vie de la société. À l'autre bout du spectre, on a cybermalveillance.gouv.fr, ils sont là, ils vous en parleront tout à l'heure. Ils ont une action extraordinaire au profit des particuliers, évidemment, mais aussi de collecter des petites entreprises, des PME. Et puis, ils interviennent de manière un peu automatisée pour mettre en relation, en cas d'attaque, avec les prestataires qui peuvent aider à la remédiation. Et puis, au milieu, on a fait le constat, on a finalement une espèce de... avec pourtant un fondamental pour les collectivités un petit peu grosses, pour les grosses PME, les ETI, les associations nationales, pour lesquelles, en cas d'attaque, il y a un véritable manque, c'est-à-dire il y a vraiment un trou capacitaire qui doit être rempli, et donc il faut que ces bières-là, ces victimes potentielles, sachent se retourner vers des centres locaux de proximité pour les aider en charge la réponse à un cadré, pour les mettre en relation avec les prestataires, et puis pour faire la synthèse de l'incidentologie et pour faire le relais de l'information dans tous les sens, pour qu'on puisse consolider un état de la menace. Et donc ces centres de réponse à incidents régionaux sont en train d'être montés, c'est en discussion avec chacune des régions, et ça deviendra demain des interlocuteurs essentiels pour les collectivités territoriales en cas d'incident. Voilà. Donc ça brosse le panorama grosse maille de ce qui est fait dans le cadre du plan de relance, avec donc les parcours, les appels à projets, les centres de réponse à incidents, toutes ces actions qui visent à sécuriser l'État et les services publics et à faire en sorte d'augmenter de manière significative ce niveau de cybersécurité et de manière durable. L'idée est vraiment que les actions perdurent, restent en place et que derrière, chacun ait compris comment faire pour assurer sa cybersécurité. Gwenaëlle, merci. Je ne sais pas si ça éclaire vos idées sur le sujet. Vous restez avec nous, Gwenaëlle, vous restez avec nous, c'est ça? Oui, oui, pas de souci. Voilà, on va revenir après sur les changements des habitudes, les méthodes de travail, lieu de travail. Je pense que là aussi, ça a une incidence essentielle et importante au regard des chiffres que j'ai donnés. Alors, accompagnement personnalisé, parcours de cybersécurité, appel à projet, soutien financier, soutien à la création. On y reviendra, j'ai encore une ou deux questions à vous poser. Merci, c'est clair, c'est précis. Bravo au travail qui est effectué par l'agence depuis déjà pas mal de temps. Donc l'agence l'ANSSI, il y a également, je le disais, la cybermalveillance.gouv.fr, France et territoire numérique, nous sommes partenaires depuis déjà quelques temps. Avec nous, Amandine Delamo, chargée de mission partenariat, cybermalveillance.gouv.fr et petite parenthèse avant de vous céder la parole, Amandine. Si vous avez des questions, là je parle à celles et ceux qui nous suivent en direct. Il y aura un replay ce soir ou demain matin ou plus tard sur le site www.ecoter.org. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va me les passer, puis je n'hésiterai pas à les poser à nos amis intervenants aujourd'hui. Amandine, cybermalveillance.gouv.fr existe depuis quand et quelle est sa mission? Alors, bonjour à tous et à tous. Donc, Amandine Delamo. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter les slides, puisque tout est dedans, si c'est possible. Vous êtes chez vous. Allez-y. Oui, allez. Merci. On parle à la régie. C'est bon pour les slides?
Parfait. On est bon. Allez, Très allez-y. bien, merci. Amandine, on me fait signe que c'est bon. Allez, C'est allez-y. bon, ouais, très bien. Donc, vous pouvez passer à la prochaine slide si vous voulez, comme ça vous aurez toutes les informations sur le dispositif. Donc, juste, le dispositif, c'est la réponse voulue par l'État pour faire face à la croissance de la cybercriminalité et répondre donc aux besoins de la population pour l'aider à s'en prémunir et à y faire face. Donc la plateforme, elle a été lancée en 2017 dans le prolongement des missions de l'ANSSI, qui elle adresse, comme l'a expliqué Gwenaëlle, historiquement les infrastructures critiques au IV et au OSE. Et cybermalveillance donc a été créée comme solution pour le reste de la population qui était démunie contre ces cyberattaques. Et donc le dispositif s'adresse aux particuliers, aux entreprises plutôt TPE, PME et aux collectivités et associations plutôt donc les petites collectivités. Des petites collectivités. On a 3 missions donc qui nous ont été confiées. En premier lieu, l'assistance des victimes d'une cyberattaque en leur permettant en fait à travers notre plateforme d'obtenir en ligne un diagnostic de leur situation et des conseils qui sont adaptés à leur situation pour pouvoir y remédier. Et cette assistance va en fait jusqu'à la possibilité d'une mise en relation avec des prestataires qui sont référencés sur notre plateforme. On a un peu plus de 1100 prestataires qui sont référencés et qui vont pouvoir apporter leur aide aux victimes qui ne sont pas forcément en mesure d'appliquer toutes seules nos conseils. La deuxième mission que nous avons, c'est la prévention avec la diffusion de nombreux supports sur les bonnes pratiques, notamment à adopter pour pouvoir se protéger. Et cette prévention, elle passe aussi par la mise à disposition sur notre plateforme de différents contenus pédagogiques. Vous allez avoir vraiment beaucoup j'allais dire, de contenus divers et variés, des articles, des vidéos, des infographies, des alertes aussi qui sont faites en temps réel. Et puis, on fait des campagnes de sensibilisation à plus grande ampleur sur les chaînes du groupe France Télévisions notamment, qui sont menées avec nos membres et nos partenaires et qui sont diffusées donc au plus grand nombre. Et puis troisième mission, qui est l'observation de la menace. L'idée, c'est d'avoir vraiment la vision la plus précise possible des phénomènes cybercriminels pour pouvoir mieux adapter nos services aux besoins de nos différents publics. Et puis également d'alimenter aussi en information, en documentation tous les acteurs étatiques qui luttent quotidiennement contre la cybercriminalité. On va passer à la slide suivante. Voilà, quelques chiffres. Donc aujourd'hui, on a 50 membres au sein du dispositif qui participent à la vie du GIP. On a un peu plus, donc, comme je vous le disais, de 1100 prestataires qui sont référencés sur l'ensemble du territoire et qui viennent en aide auprès des victimes. À ce jour, on a totalisé plus de 270 000 victimes assistées depuis la création de la plateforme et on a 47 types d'incidents qui sont traités via notre plateforme. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors là, par rapport à la... Je voudrais juste vous faire un petit état de la menace parce que, alors, j'allais dire, ces chiffres, ils sont basés sur les parcours d'assistance victime, donc qui viennent sur notre plateforme, et puis des remontées de nos prestataires informatiques. Et donc, grâce à ça, on a voilà un petit peu le rendu de ce qu'on peut voir sur nos radars à nous. On a synthétisé tous ces éléments, tous ces chiffres dans notre rapport annuel. Et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a constaté, nous, une augmentation globale très significative des cyberattaques en 2020, quelle que soit leur forme et quelle que soit la méthodologie utilisée. Juste revenir par rapport au confinement, vous en parliez tout à l'heure. Nous, la première semaine de confinement, donc vers le 16 mars, on a eu une augmentation de plus qu'à 100% des recherches et des demandes d'assistance des victimes concernant l'hameçonnage et le phishing. Donc, en fait, les attaquants sont vraiment, arrivent à s'adapter à la conjoncture, à l'actualité. Et donc, on a vraiment eu une très, très grosse augmentation des recherches d'assistance à cette période.
Et concernant les collectivités plus à proprement parler, en fait, elles ont été impactées majoritairement par les rançongiciels, qu'on appelle aussi ransomware, et qui sont en fait un petit programme donc qui va s'installer sur votre système d'information et qui va chiffrer l'intégralité de vos données et qui va vous proposer en fait de payer une rançon pour obtenir la clé de déchiffrement. Donc ça, c'est la première menace très, très importante pour les collectivités. Ensuite vient le piratage informatique, qui est une menace assez prégnante aussi. Et puis enfin, le piratage de comptes, c'est-à-dire piratage de boîtes mail, d'accès aux réseaux sociaux, de comptes bancaires. Voilà, donc je focalise sur ces trois premières et trois plus importantes menaces pour les collectivités qui, je pense, voilà, il faut vraiment en prendre conscience. Donc, comment faire pour se prémunir contre ces risques? Donc, cybermalveillance.gouv.fr vous propose voilà, quelques solutions. On vous préconise déjà il y a 2 aspects à tenir compte. Il faut tenir compte du volet technique et puis après on verra le volet humain. Le volet technique, on vous préconise pour les collectivités qui disposent d'un service technique, donc qui ont un DSI et RSSI en interne, eh bien d'établir une politique de sécurité si ce n'est pas déjà fait, ou en tout cas de suivre les préconisations de l'ANSSI et notamment de leurs guides, etc., qui sont très bien faits. Et en revanche, pour les collectivités qui ne disposent pas de services informatiques, surtout de ne pas jouer aux apprentis sorciers, de se faire accompagner par des professionnels, parce que les enjeux sont vraiment très importants. Vous avez pu le voir avec l'actualité, hein, les menaces sont vraiment très importantes et il y a de plus en plus de collectivités attaquées. Donc, pour vous aider justement à trouver le bon prestataire pour vous accompagner, on a lancé un label qui s'appelle le label Expert Cyber, qu'on a fait conjointement avec les membres du dispositif et via l'AFNOR. Qui va vous permettre en fait d'identifier dans votre région les prestataires informatiques compétents et qui vont pouvoir, j'allais dire, vous accompagner et dont l'expertise a été vérifiée et qui vont pouvoir donc vous accompagner en cas d'attaque, mais surtout aussi en amont dans la sécurisation en fait de votre système informatique. Et de tous vos outils numériques, que ce soit la téléphonie, que ce soit votre site web, voilà, ils sont à même de pouvoir vous accompagner sur tous ces aspects-là. Et donc, à ce jour, on a un peu plus de 80 labellisés sur tout le territoire français qui s'adressent donc à tous les professionnels, collectivités, TPE, PME et associations. Autre aspect à ne pas négliger, c'est vraiment le volet humain. Il y a une acculturation à la cyber qui est indispensable auprès de tous les agents des collectivités, quelle que soit la fonction. Et j'allais dire, cette acculturation, elle doit être aussi bien du stagiaire qu'à l'élu. Vraiment, à tous les niveaux de la collectivité, cette sensibilisation est nécessaire. Puisque, par exemple, on parlait tout à l'heure des campagnes d'hameçonnage, eh bien, elles sont donc très courantes et il suffit d'une personne qui soit mal sensibilisée pour faire rentrer un code malveillant et compromettre les identifiants de session et donner ainsi l'accès en fait à l'attaquant, au système d'informatique de la collectivité et à toutes ces données. Donc, tout le monde doit être sensibilisé, tout le monde doit vraiment comprendre qu'il a un rôle majeur à jouer dans la défense du système informatique de la collectivité. Et donc, c'est vraiment ce facteur humain, il est stratégique dans la chaîne de sécurité. Il est vraiment essentiel de les sensibiliser pour vraiment faire prendre conscience à chacun de son rôle à jouer dans cette défense. Et donc pour cela, pour vous y aider, on a créé donc tout un kit de sensibilisation. On a des outils, on pourrait dire ça une boîte à outils qui est autour de 2 axes, la sensibilisation aux risques et également au partage des bonnes pratiques. Il est important de comprendre les risques pour savoir pourquoi appliquer les bonnes pratiques. Et donc, on a 17 thématiques qui sont abordées et qui sont déclinées sous différents types de formats et qui sont disponibles sur nos sites gratuitement.
Et je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler d'une initiative qu'on a eue l'année dernière pour les collectivités, puisqu'on a lancé un programme de sensibilisation pour les élus aux risques numériques et pour partager avec eux les bonnes pratiques, en essayant d'avoir une approche assez pragmatique par rapport à leurs problématiques d'élus. Et donc, on a eu la volonté avec ce programme de les interpeller, d'essayer de les mettre en mouvement sur ce sujet qui ne leur parle pas forcément à tous. Et donc, on a créé ce programme en 3 volets. Le premier, c'était vraiment sur les principales menaces et les réflexes essentiels à avoir. Le deuxième, c'était vigilance. Toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, sont des cibles potentielles. Et on avait donc des témoignages de collectivités qui venaient témoigner, de collectivités attaquées. Et puis enfin, le troisième volet qui est sorti il y a quelques semaines, c'est sur un best-of d'actions de sensibilisation mis en place par 6 collectivités qui témoignent de ce qu'elles ont pu mettre en place, collectivités de tailles complètement différentes, et pour bien montrer que quels que soient ces moyens, humains, financiers, il est possible de mettre en place des choses et de sensibiliser ces agents autour de soi. Voilà. Et dans ce cadre de ce programme, on a également créé des vidéos de sensibilisation pour les élus avec la Banque des Territoires, voilà, qu'on a créée et lancée en fin d'année dernière. Voilà. Merci Donc l'idée, Amandine. c'est Avec la Banque des Territoires, on y viendra tout de suite après. Alors, bien évidemment, le dispositif s'adresse à toutes et à tous, hein, on l'a bien compris, prévention, bonne pratique, campagne de sensibilisation, grosse campagne de sensibilisation, partenariat avec France et Territoires Numériques, avec d'autres, bien évidemment, le label, les solutions, l'acculturation, la sensibilisation. Mais, et là je vais céder la parole à Jean-Baptiste Voron, CTO Cybersécurité France, Atos, vous, bien évidemment, vous allez me parler d'Atos, mais vous êtes beaucoup plus aussi, surtout sur l'anticipation. C'est ça, Jean-Baptiste? C'est ça, exactement, Alain, merci beaucoup. Donc, il y a une notion d'anticipation qui est essentielle avant de parler d'innovation, et le traitement de tous les fondamentaux dont on vient de parler est vraiment au cœur, doit être au cœur de la préoccupation cyber avant de parler d'innovation. C'est très important d'aller vers l'innovation, on va le voir, je vais le développer, il y a vraiment quelques belles avancées, belles progrès qui devraient profiter à tout le monde, mais l'anticipation, ça fait partie des meilleurs outils qu'on a comme dans l'arsenal de cyberdéfense. Alors, Atos, c'est une grosse société. Alors, Atos Cybersécurité, c'est une division qui existe. C'est 450 experts en cybersécurité, donc beaucoup de retours d'expérience, et des opérateurs, des architectes, des consultants, des auditeurs. C'est 8 sites physiques en France à partir desquels on rayonne partout en France pour aider nos clients, qu'ils soient privés ou publics. Et c'est aussi une démarche engagée avec dans tout le système de labellisation de l'ANSSI. Donc on a plusieurs qualifications de l'ANSSI, et notamment celui de prestataire d'audit. Mais donc pour en revenir à l'anticipation, la première chose dont il faut se persuader, c'est et sur lequel il faut se concentrer, c'est évaluer, bien comprendre la menace, donc on vient de le voir, et évaluer les risques. Et se poser les questions, qu'est-ce qui est vraiment critique et vital pour moi? Est-ce que c'est le site web de la collectivité qui est important? Est-ce que ce sont certaines applications? Est-ce que ce sont certaines données, des archives? Est-ce que c'est ma messagerie qui est critique? Et déjà, se poser ces questions-là, ça va permettre de définir quels sont les risques auxquels je ne souhaite pas m'exposer, quels sont les risques que je tolère et quels sont les risques auxquels je ne souhaite pas m'exposer, et de pouvoir concentrer ses efforts, parce qu'ils sont limités, sur ces quelques assets actifs, processus qui sont vitaux pour la collectivité. Donc ça, c'est la première chose, c'est évaluer les risques, comprendre la menace. Et puis sensibiliser. Donc là, je vais pas refaire le discours de cybermalveillance, mais c'est très important de communiquer sur la cybersécurité. Sensibiliser les élus, sensibiliser les décideurs pour que ce message, il soit partagé aussi bien par les personnes qui font de la technique, hein, les services, mais aussi par l'ensemble de ceux qui portent la responsabilité auprès des citoyens. Donc, la sensibilisation, des super kits existent absolument partout au niveau de l'ANSSI, cybermalveillance, beaucoup d'acteurs qui font ça, il faut vraiment profiter, c'est un super contenu. Et si ça suffit pas,
Je pense qu'il y a encore des approches qui existent sur lesquelles on peut très facilement faire des évaluations de la surface d'attaque, se convaincre très rapidement de quels sont les assets actifs qui sont exposés, quels sont ceux qui sont menacés. Voilà, en se prenant finalement, en passant quelques heures dans la peau d'un hacker, de se convaincre que la collectivité est exposée et donc il faut agir maintenant. C'est un bon moyen de communiquer en disant voilà tout ce qu'on peut observer sur Internet concernant ma collectivité et voilà ce qui peut, voilà quels sont les risques auxquels je m'expose. C'est la première chose. Si ça suffit pas, on peut aussi aller vers des tests d'intrusion. Et donc, à travers quelques campagnes simples, prouver à des personnes qui seraient moins, on va dire, sensibilisées au risque cyber que, eh bien, oui, c'est possible de s'introduire dans un système d'information et de causer des dommages. Donc, évidemment, sans le faire, mais c'est possible de le faire. Et puis, ultime étape, c'est essayer. Il existe aujourd'hui des ransomware, on va dire, désensibilisés, un peu comme des approches des vaccins qui ne seraient pas offensifs, mais c'est possible aujourd'hui de lancer des campagnes de ransomware de tests pour aussi convaincre que attention, tout le monde est à la merci de ce type d'attaque et il faut y faire très attention. Une fois qu'on a fait cette anticipation, après il y a l'innovation qui est essentielle. Et donc là, c'est l'innovation dans sa façon de faire la cybersécurité. Avant de parler de technique, c'est de dire je vais changer ma façon de faire de la cybersécurité. Il y a un vrai challenge aujourd'hui de la part des collectivités territoriales et des TPE, des PME, c'est de dire j'ai un problème de charge. J'ai un problème pour me conformer à l'ensemble des règles de l'ANSSI, pouvoir visualiser l'ensemble des kits de formation à droite à gauche, pouvoir répondre à toutes les exigences. Ça me demande beaucoup de temps et ce temps, je ne l'ai pas. Et ça, on le constate sur le terrain tous les jours. Le temps manque, les compétences manquent. Et donc, il faut innover dans sa façon de faire la cybersécurité. Et nous, vraiment, ce qu'on propose, c'est de dire déléguer. Déléguer, c'est envisager le service manager. C'est dire, je confie certaines missions, par exemple la mise à jour de mes antivirus, par exemple le patch et la correction de mes postes de travail, de mes serveurs. C'est-à-dire, je délègue la protection de ma messagerie à quelqu'un d'autre, à un expert qui va s'en charger pour moi. Et ça, c'est une façon de faire qui n'est pas encore très ancrée, on va dire, dans notre façon de faire en France, mais c'est très important, c'est de savoir s'appuyer sur ceux qui savent pour pouvoir se protéger efficacement et se recentrer sur, on va dire, d'autres activités qui sont tout aussi importantes. C'est des petites révolutions dans la façon de faire, mais ça amène énormément de très bons résultats et financiers et d'un point de vue humain. Et puis, il y a une autre façon de déléguer, c'est déléguer vers des services complets externalisés. Alors là, je suis sûr que Pascal et Eric en reparleront après moi, mais c'est utiliser et bénéficier, s'appuyer sur des services externalisés. Alors, pas de cachotterie entre nous. Quand je parle de services externalisés, on va parler de cloud, on va parler de cloud public. Évidemment, on va en parler. C'est au cœur des préoccupations et des questions. Donc ça, on va y revenir. Mais nous, on appelle. On a tourné et retourné le problème dans tous les sens. La sécurité du cloud, elle est excellente. Elle est excellente et elle progresse aujourd'hui bien plus vite que la plupart des autres périmètres de chez nos clients qu'on accompagne tous les jours. Le problème n'est plus la sécurité, le problème, ça va être la confiance. La confiance que j'accorde auprès de ces fournisseurs, la confiance que j'accorde à mes équipes qui utilisent les services externalisés. Et donc, on est en train de changer de paradigme, c'est une innovation, c'est de dire comment je construis cette confiance entre moi, collectivité, et le fournisseur de services. Est-ce que je peux m'appuyer sur un tiers de confiance qui va venir m'aider à créer ce triangle vertueux du fournisseur, du tiers de confiance et de la collectivité territoriale. Et je pense que là, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler et tous les gros acteurs, tous les fournisseurs de services sont vraiment engagés dans cette démarche de dire comment on amène la confiance, aussi bien d'un point de vue contractuel que d'un point de vue technique, et comment je délègue une partie de cette confiance à des tiers dont c'est le métier, aussi bien pour faire de la gestion des identités, que pour faire de la gestion des données, des secrets, des clés de mes données, et puis la gestion de mes traces d'activité pour pouvoir détecter toute malveillance qui serait opérée
par ou via ses fournisseurs de services. Ça donne des résultats très concrets. Je voudrais insister là-dessus. C'est des choses très concrètes qui existent, qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui, très rapidement. C'est protéger les environnements, par exemple Office 365 fourni par Microsoft, protéger les environnements Google Workplace fournis par Google. C'est s'appuyer sur tout le savoir-faire de ces acteurs-là, mais amener ce petit niveau de confiance supplémentaire qui permet d'améliorer, on va dire, les relations entre la collectivité territoriale et en tout cas la confiance qu'on peut accorder à ces acteurs qui fournissent encore une fois un service d'un très haut niveau de qualité. Ça peut être par exemple utiliser des authentifications France Connect pour pouvoir se connecter à des environnements Microsoft ou Google. Voilà, ça c'est une façon de dire je délègue une partie de l'authentification à ces environnements à des entités que je connais bien mieux et sur lesquelles j'ai une très grande confiance. Merci Jean-Baptiste. Alors on l'a compris, bien comprendre la démarche, communiquer, sensibiliser les élus et les décideurs, sensibiliser les élus et les décideurs, innovation, déléguer confiance. Et il faut bien se dire une chose, c'est que la cybersécurité, cybermalveillance, c'est pas comme une grave maladie ou un accident de la route où on entend beaucoup les gens, ça arrive qu'aux autres. Non, ça peut nous arriver, ça nous arrive à tout moment et à tout instant. Il y a des possibilités, il faut vous faire accompagner, on l'a dit, et pour cela, on a aussi le plaisir d'accueillir Éric Greffier, directeur technologie et développement partenariat Paris 2024, Cisco France. Éric, merci. Alors, ils ont vraiment beaucoup de patience. Ils vous écoutent, ils sont là, ils sont sages. J'ai une question tout à l'heure pour Gwenaël. Comment connaître les prestataires labellisés par l'ANSSI dans sa région ou son département? Tout à l'heure, on viendra vers vous, Gwenaël. Éric, Cisco France, partenaire Paris 2024. Quelques mots sur votre entreprise. Et alors vous êtes pour la veille technologique, c'est ça le mécanisme de protection. Vous proposez aussi des solutions aux collectivités locales et territoriales. Oui, je peux dire quelques mots sur Cisco. Généralement, on se présente parce qu'on est né avec Internet à la fin des années 80, en indiquant que 80% du trafic Internet aujourd'hui passe par un équipement réseau Cisco. Mais dans le grand Cisco, vous avez une partie qui est entièrement dédiée au sujet de sécurité. Je ne sais pas si on peut montrer juste un slide que j'avais préparé avec plein de chiffres. Et la raison pour laquelle je voulais mettre ces chiffres-là à disposition de l'audience, on va pas les revoir, c'est pour dire que le marché de la cybermalveillance est extrêmement florissant. Et je pense que le Covid, je pense que Jean-Baptiste aurait pu le dire aussi, a probablement en plus accéléré tout ce qui est ransomware, etc. Donc il faut imaginer que du côté des méchants, vous avez des structures qui sont extrêmement bien organisées, avec de la recherche et développement pour faire des attaques très sophistiquées. Et malheureusement, c'est aussi une course à l'échalote en termes d'armement. Et il faut, entre guillemets, que quand des gentils, dont on fait partie, aussi se dotent des moyens et de la capacité à faire progresser la compréhension de toutes ces menaces. Donc j'ai mis quelques chiffres, mais ceux qui sont importants, c'est essentiellement le fait que chez Cisco, on a 400 ingénieurs qui sont dédiés à la recherche des malwares, de la malveillance. Alors on a la chance, grâce à notre part de marché réseau, de voir énormément de trafic réseau passer et donc de pouvoir un peu plus détecter que la moyenne les choses qui se passent pas normalement. Et donc l'autre chiffre qui est très important, au-delà de l'investissement qui a été fait chez Cisco en termes d'acquisition d'intelligence chez les startups, c'est aussi en parallèle le fait qu'on dépense entre 1 et 2 milliards en recherche et développement interne chez Cisco autour des sujets de cyber. Je suis vraiment un peu désolé de parler d'argent, mais on est obligé, bien entendu, Cisco est un parmi énormément d'acteurs, à être obligé d'investir pour être capable de proposer des solutions qui sont pertinentes par rapport à la sophistication des attaques. Donc je voulais vous donner ces quelques chiffres. J'espère qu'ils vous donnent un petit peu l'illustration de ce dont
dont on parle. Après, Alain, vous indiquiez, oui, on a une démarche très importante au niveau de cette veille, ce que je disais sur la partie Talos, qui est cette entité de recherche. Encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir détecter le plus rapidement ce qui se passe quelque part dans le monde et pouvoir mettre dans nos solutions matérielles et logicielles l'information pour que ces outils de protection puissent détecter ces nouveaux virus, ces nouveaux malwares qui puissent intervenir. Voilà. Donc, je voulais faire une petite présentation et vous donner un petit peu de perspective en même temps. Quelques slides, c'est ça? C'est ça? Hein? Non, non, pas de slides. Non, c'est bon. Vous continuez, Eric? Moi, je peux continuer. Alors, attendez, je vais rebondir, Eric, si vous le permettez. J'avais un peu perdu le fil, mais on va très vite donner la parole à Pascal, parce que le temps tourne aussi, et le temps court. À Pascal Rabier, je le disais, vous êtes Customer et Engineering, Team Lead pour le secteur public Google Cloud. Et vous me disiez en préparant cette visioconférence, le cloud n'est pas l'ennemi de la cybersécurité, bien au contraire. C'est ce que disait aussi tout à l'heure Jean-Baptiste. C'est ça, Pascal? Alors expliquez-nous pourquoi vous êtes aussi sûr de vous-même en ce qui concerne le cloud. Écoutez, merci déjà de nous avoir invité Google à participer à cette table ronde. Effectivement, auparavant, j'aimerais juste préciser que effectivement, on partage chez Google Cloud beaucoup de constats qui ont été faits jusqu'à présent et les menaces accrues, etc. Et on est convaincu qu'on va pouvoir y répondre efficacement tous ensemble au niveau de l'écosystème de la technologie. C'est pour ça que je suis ravi d'être à côté de nos partenaires Atos, qui est un de nos grands partenaires services en France, Cisco avec qui nous déployons des solutions de cloud hybrides, et cybermalveillance.gouv.fr dont nous sommes très fiers de faire partie des supporters en fait. Et effectivement, si on peut passer sur le slide, s'il vous plaît. Voilà, le suivant. Voilà. En fait, ce qu'on constate, et je rejoins complètement Jean-Baptiste, c'est qu'aujourd'hui, la cybersécurité est un maillon essentiel, et même le premier, pour réussir un projet de transformation numérique. Et la transformation numérique, c'est vraiment un incontournable, c'est l'objectif. Et on ne peut pas laisser la cybersécurité menacer ça, parce que l'environnement est de plus en plus complexe, en particulier en ces temps de télétravail. Et donc pour vraiment réussir cette transformation numérique en toute sécurité, il faut des solutions qui sont innovantes. Voilà. Et si vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc, et ces solutions, quelles sont les propriétés qu'elles doivent avoir pour être vraiment utilisables par le plus grand nombre, et en particulier par les collectivités locales. Elles doivent être abordables, parce que souvent les collectivités locales n'ont pas les moyens des grandes entreprises privées ou des organisations étatiques un peu plus centrales. Elles doivent être simples, parce qu'on a vu, il y a un vrai enjeu de certification des compétences. Et même de compétences disponibles sur le marché. Donc on doit pouvoir utiliser ces outils le plus simplement, donc de manière plus intégrée. On peut avoir des outils disparates où c'est l'utilisateur de l'équipe technique qui recolle les informations entre ces outils. Et puis cette démarche de sécurisation et ces solutions, elles doivent favoriser l'expérience utilisateur, parce que l'utilisateur est clé. Voilà. Et donc on est connu, nous, Google Cloud, pour nos solutions dans le cloud, Google Cloud Platform, qui est de l'infrastructure as a service et des solutions un petit peu plus évoluées, ou Workspace, qui est une solution de collaboration. Mais on est un petit peu moins connu pour nos solutions qui permettent de sécuriser vos applications et vos données, où qu'elles soient en fait, dans vos data centers ou dans les data centers de vos hébergeurs ou dans d'autres clouds. Et effectivement, c'est là où je vais en venir à ce qu'on propose pour aider nos clients. Si on pouvait passer au transparent suivant. Voilà. Effectivement, d'abord, j'aimerais vous dire, et je rejoins complètement Jean-Baptiste et je vais répondre à la question, Alain, c'est que effectivement le cloud a des propriétés fondamentales qui font que c'est un atout pour la cybersécurité.
Alors bien sûr, il ne faut pas y aller n'importe comment, il faut le gérer, mais dans le cloud, il y a toutes les capacités natives de stockage de tous les événements qui peuvent se passer et qui vont vous permettre d'avoir la visibilité, y compris sur les actions de maintenance, en tout cas chez nous, faites par nos équipes de maintenance. Il y a tous les mécanismes fondamentaux de sécurité qui vont permettre d'automatiser les déploiements pour éliminer les erreurs humaines ou alors pour mettre à jour plus rapidement en cas de faille détectée. Et puis, il y a aussi tous les outils qui vont équiper les DSI ou leurs prestataires, hein, puisque comme je partage l'avis que la responsabilité doit être partagée et peut-être potentiellement déléguée sur certaines activités. Donc, donner des outils qui soient vraiment compréhensible et conçu pour la sécurité, voilà, afin de repérer facilement toute activité suspecte. Voilà. On a tendance à parler dans le cloud de modèle de responsabilité partagée au niveau de l'administration de ce type de solution. Et en termes de sécurité, chez Google, on a plutôt tendance à parler de destinée commune. Voilà. Et donc, ce qu'on met en pratique, à la fois chez nous et qu'on permet de mettre sur les systèmes et applications de nos clients, c'est deux grands principes qui sont tout détecter et deux, ne faire confiance à rien. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on utilise pour nous-mêmes hein, depuis une dizaine d'années. On utilise ces deux grands principes sur nos infrastructures. Et donc tout détecter, c'est le travail de l'offre qui vient de la division cybersécurité de Google qui s'appelle Chronicle et qui va vraiment permettre de stocker tous les événements le temps qu'il faut pour avoir le temps de repérer les attaques et de les comprendre parce que certaines ont commencé il y a bien longtemps. Et puis comme on ne sait pas trop d'où ça vient, on l'a vu avec l'éventail des menaces présentées par cybermalveillance.gouv.fr, il faut vraiment historiser un grand nombre de métriques. Et ça fait beaucoup de données et il faut des outils qui vont permettre d'analyser, de mettre en valeur les informations pertinentes aux opérateurs, aux personnes de l'équipe technique qui vont surveiller tout ça. Et l'avantage de cette solution, c'est qu'elle est disponible en mode abonnement, donc vous n'avez pas à vous soucier de la durée d'historisation des données, ni de la durée de la quantité de données à stocker. Le coût est fixe, il est au nombre d'agents et c'est tout. Voilà. Donc ça permet d'avoir des budgets prévisibles. Pascal. Et l'autre. Oui, allez-y, pardon. Et l'autre axe, l'autre stratégie, voilà, c'est de ne faire confiance à rien. Et là, effectivement, l'idée, c'est d'aller au-delà du modèle de sécurité traditionnel. En anglais, on appelle ce modèle, le nouveau modèle de sécurité, le modèle Zero Trust. Hein, voilà, aucune confiance. Et l'idée, c'est vraiment de protéger et d'analyser et d'autoriser les accès de tous les utilisateurs de manière beaucoup plus fine que dans le modèle de sécurité traditionnel où on se dit, tiens, un utilisateur est dans le réseau interne, il y est parce qu'il est dans les bâtiments ou il y est parce qu'il est passé par un VPN, ce qui est vraiment très, très utilisé en ces périodes de télétravail. Et donc, il est dans le réseau, il a un login, un mot de passe, et c'est bon, il peut accéder à toutes les applications sur lesquelles ce login et ce mot de passe est valable. Et malheureusement, ça s'est révélé insuffisant. Aujourd'hui, même les VPN sont la cible d'attaque de vol d'identité numérique. Donc, le nouveau modèle de sécurité qui est fourni à nouveau sous forme d'abonnement, qui s'appelle dans notre offre jargon produit Beyond Corp, donc au-delà du réseau de l'entreprise, et qui va permettre de valider chaque accès en fonction du contexte d'accès, qui va permettre de détecter en temps réel les malwares, les sites frauduleux et avertir l'utilisateur, parce qu'on tient absolument à faire en sorte que l'utilisateur, on l'a dit, c'est important, c'est la première ligne de défense de l'organisation. C'est le premier allié. Il faut lui donner les outils. Voilà. Il faut comme on l'a dit, commencer par le former, sensibiliser, mais deux, lui donner les outils pour qu'il comprenne ce qui se passe. Et c'est ce que va faire ce système. Et puis trois, il faut protéger l'accès aux applications en fonction de la criticité réelle de ces applications. Donc tout ça, à nouveau, est disponible sous forme d'abonnement. Alors, vous vouliez me poser une question?
Non, j'allais essayer d'accélérer le mouvement parce que, je le répète, c'est très très intéressant ce que vous dites. Il y a des outils, les collectivités locales, territoriales, les élus, les décideurs, vous n'avez pas le droit, je dis bien, vous n'avez pas le droit de passer à travers, c'est pas possible. Il y a des outils, Pascal Rabier vient de nous en parler sur outils, solutions abordables, donner ces outils. Puis il y a deux mots que j'aime beaucoup, c'est destinée commune. Destinée commune, les uns les autres, vous travaillez ensemble, je le vois, vous connaissez, etc., etc. Et bien évidemment, on en arrive à François Charbonnier. Je le disais, on vous connaît bien, François, maintenant, investisseur confiance numérique à la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, partenaire de la première heure de Mission Écoterre, France et Territoires numériques. François, merci d'être présent également. La Banque des Territoires investit énormément dans le domaine du numérique. Qu'en est-il dans la lutte contre la cybercriminalité? Merci de me recevoir et de me donner la parole sur ce sujet très intéressant. Effectivement, la Banque des Territoires, dans le groupe Caisse des dépôts, qui participe évidemment à beaucoup d'actions, et le but c'est pas de les énumérer, mais travaille beaucoup à l'accompagnement des collectivités, notamment dans des logiques d'infrastructure et de transition numérique. C'est dans notre expertise autour de logiques de financement. Et on va dire un petit peu plus récemment, c'est forcément, ça participe forcément du mouvement global de prise en compte des nouveaux enjeux. On s'est penché davantage sur les sujets de confiance numérique et de cybersécurité, qui sont pour nous d'autant plus importants que on a aussi cet ADN de tiers de confiance historique du côté de la Caisse des dépôts. Donc c'est pour ça qu'on a un positionnement sur cette matière riche qu'est la confiance numérique et la cybersécurité des territoires, en différentes actions, mais elles peuvent être dites très, très rapidement. Le but, on investit déjà dans des solutions de cybersécurité et de confiance numérique innovantes. Donc ça peut être typiquement des startups ou alors d'autres projets de type innovant, où on a un souci dedans de souveraineté numérique également, afin de proposer des outils qui soient d'encourager l'émergence d'outils et une structuration d'un écosystème qui soit appréhensible par les territoires, par les plus petites structures, que ce soit des collectivités ou même des petites entreprises. On s'inscrit aussi dans le cadre de la stratégie nationale de cybersécurité dont a parlé Gwenaëlle Martinet en début d'intervention, parce qu'on pilote cette fois sur le sujet de l'innovation un appel à manifestation d'intérêt, cybersécuriser les territoires, dont le but est de faire émerger à moyen terme des outils de cybersécurité qui seront spécialement adaptés aux acteurs des territoires, aux collectivités, établissements de santé également, et même les infrastructures portuaires. C'est quelque chose d'important parce qu'on sait tous les limites qu'il peut y avoir, des limites de budget, des limites d'expertise humaine qu'on n'a pas forcément sous la main, et on est évidemment très occupé par multiples problématiques pour autant. Et c'est justement ce constat que je viens de citer qui a fait que, au-delà de ces logiques de financement et d'innovation, on a cherché à profiter de notre proximité auprès des élus, y compris sur les logiques de transition numérique, pour faire un guide justement de haut niveau, pas du tout technique, que je vais un petit peu présenter ici, sachant que c'est une publicité loyale, le guide étant gratuit. C'est en quelques mots, ce guide, il répond à un besoin qu'on a cerné, c'est si on est un élu, on peut être assez dépourvu sur ce sujet. On a l'impression de ne pas y connaître grand-chose, que c'est compliqué et qu'il faut surtout s'empresser de le refourguer à un directeur technique, à un DSI ou à quelqu'un qui s'y connaît un peu plus. Et l'objet de ce guide, c'est de dire qu'il y a quand même une étape intermédiaire qui est de donner l'impulsion. Donc, en quoi ça peut être utile à un élu ce guide? Déjà, on peut appréhender les enjeux juridiques. On peut voir ça aussi comme un guide de survie qui donne quelques bons réflexes au niveau de l'élu. Vraiment, j'insiste là-dessus. Qui donne des informations sur mesure, qui permet aussi de se mettre en situation. C'est très important. On a entendu le mot abstrait dans cette table ronde.
C'est vrai que souvent c'est abstrait, la cybersécurité, tandis que si on s'inspire de ce qui s'est passé et qu'on se dit vraiment qu'est-ce qu'on ferait à la place, on en verra un exemple, mais c'est pour nous important. On a aussi un aspect presque d'ouverture sur nourrir la vision des élus sur le sujet du numérique de confiance et de la cybersécurité. Et ça, sur comment ça se traduit dans les nouvelles tendances. Et ça, c'est en lien aussi avec quelque chose d'important. C'est que finalement, si on mène des travaux de confiance numérique au bénéfice des citoyens, c'est justement à leur bénéfice. Et il faut savoir en parler et le valoriser. Un sujet qui est abordé et qui est sans doute un vrai enjeu aussi parce que voilà, on peut mettre de l'argent, si on n'en parle pas, on ne s'en rend pas compte, c'est transparent, sauf si et on ne sait pas à quoi on a échappé. On peut passer du coup au transparent suivant pour plus parler du guide, mais simplement des messages principaux qui peuvent être poussés à un élu, à un DGS, à un DGA. Faut accepter d'abord des choses qui peuvent correspondre à des peurs. C'est que quand on est en situation de décider comme ça, on n'est pas un expert. On n'a pas du tout à tout comprendre, mais pour autant, on doit donner l'impulsion. C'est pareil en matière de sécurité publique, c'est pareil dans d'autres domaines de gestion de la pollution, etc. C'est exactement la même chose et c'est même pas une question de la complexité qui peut y avoir derrière, mais vraiment, il faut accepter ça. Et une fois qu'on l'accepte, ce qu'on pousse dans ce guide, mais qui correspond à cette impulsion, c'est pas juste de dire allez, on y va, les équipes, tout le monde sur la cybersécurité, c'est aussi de pouvoir en dire un tout petit peu plus en tant qu'élu, en disant je veux qu'il y ait des actions sur la formation et la sensibilisation des agents et aussi des élus, et parfois des prestataires. Je veux qu'on sache où on en est, c'est tout bête, mais si on ne sait pas ce qu'on a sous la main de numérique, d'informatique, ou parfois de très important chez des prestataires en délégation de services ou des partenaires, voilà, on ne peut pas avancer. Donc, il faut savoir ce dont on dispose et de façon à jour. Mener des projets numériques nouveaux qui soient fiables et pérennes. Donc, c'est de la cybersécurité, mais c'est aussi de la bonne conception. Maîtriser la ville numérique au quotidien, ça veut dire qu'il faut un petit peu surveiller l'activité numérique et opérationnelle, mais ça, c'est un grand classique. Et aussi, très important, c'est la crise, être prêt au pire et savoir réagir, sachant qu'il y a des mesures très simples qui peuvent déjà permettre de savoir réagir si jamais on s'est fait attaquer. On peut avoir un petit exemple de mise en situation avec ce dernier transparent tiré du guide. L'idée, c'est tout simplement de se poser la question vous avez un scénario avec une logique de rançon. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Là, vous êtes en position de décider. Est-ce qu'on paye la rançon? Est-ce qu'on dépose une plainte? Est-ce qu'on cherche à avoir les services d'un expert? Et puis peut-être en amont, il y a peut-être des actions qu'on aurait aimé prendre. Et la cybersécurité, c'est pile essayer de prendre en amont des actions au lieu de se dire j'aurais bien aimé les prendre. On a 4 vidéos faites avec cybermalveillance.gouv.fr qui correspondent elles aussi à des mises en situation pour spécialement dédiées aux élus des collectivités locales. Voilà, je m'arrêterai là-dessus, c'est un sujet très vaste. Merci beaucoup. Merci François. Alors on retient bien évidemment les outils en direction des territoires, des plus modestes aux plus importants. Un numérique de confiance aussi, ça me paraît essentiel. Et puis enfin des mesures très simples pour savoir comment réagir. Alors le temps vraiment court, beaucoup trop vite. J'ai 2 questions qui me paraissent, il y a beaucoup de questions qui sont tombées, mais il y en a 2 qui me paraissent en tout cas essentielles. Donc je vais vous demander à l'un et à l'autre de répondre très rapidement avant qu'on puisse faire un tour de table rapide pour conclure. Hélas, autrement, je vais me faire vraiment gronder. La première question, elle est pour Gwenaëlle. Comment connaître les prestataires labellisés par l'ANSSI dans sa région ou son département? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de prestataire labellisé dans la région ou les départements. C'est une action qui est plutôt du côté de cybermalveillance.gouv.fr. Dans le cadre des parcours de cybersécurité, on a recensé des prestataires terrain dont les coordonnées sont partagées avec les bénéficiaires des parcours par les prestataires accompagnateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible sur demande dans le cadre d'un parcours de cybersécurité. Bravo, merci, c'est rapide, j'aime.
Ensuite, la deuxième question, elle est certainement pour Pascal. Est-ce que l'on se dirige vers plusieurs clouds publics ou un seul avec le soutien de l'ensemble des grands opérateurs? Je pense que, alors, rapidement, on ne pense pas chez Google qu'il y aura un seul cloud public qui va avoir tout le cloud. Voilà, ça nous paraît juste irréaliste. Déjà parce que si toute entreprise ou toute organisation doit avoir au moins 2 fournisseurs pour ne pas être dépendant d'un seul. Voilà. Et c'est d'ailleurs tout le sens de ce que l'on fait dans l'open source, c'est-à-dire rendre nos systèmes disponibles en mode multi-cloud. Voilà. Et avec l'open source. Alors, on arrive, je le disais, au terme. Hélas, quelques mots s'il vous plaît, de conclusion. On va commencer par François. François, est-ce que vous trouvez que nos collectivités, nos élus, les cadres des collectivités, vous qui êtes en prise directe avec les collectivités locales et territoriales, vous trouvez qu'ils prennent de plus en plus conscience de l'importance de la cybersécurité? Je pense qu'il y a de plus en plus conscience. Après, il y a l'étape suivante qui est avoir conscience et mettre en œuvre. Il y a parfois peut-être des petites réticences qui sont tout à fait normales à passer à l'action, parce que ça demande justement de s'emparer du sujet et de vaincre ses peurs. Merci. Jean-Baptiste, pour Atos. Quelques mots de conclusion? Oui, enfin très très rapidement, et je pense un peu le leitmotiv que j'essaye de passer, c'est il y a des choses très simples à mettre en œuvre, très très rapidement, très facilement. Bien sûr, il s'agit d'être bien accompagné. Donc, rapprochez-vous des acteurs qui sont autour de cette table, aussi bien les représentants d'agences étatiques ou bien vos correspondants techniques, vos fournisseurs sur le terrain. Ils ont des compétences cybersécurité et ils sauront engager avec vous le fameux parcours cybersécurité, faire des choses simples, identifier vos risques, identifier la menace et conduire les premières actions les plus essentielles. Il y a énormément d'attaques, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut partager, il y a énormément d'attaques, ce fameux bruit cyber, qui peuvent être évités à partir de solutions, à partir de moyens de protection hyper simples. Donc ça vaut le coup de les mettre en œuvre, surtout que maintenant, aujourd'hui, c'est très accessible. Merci Pascal. Alors le cloud, on l'a compris, c'est pas l'ennemi du tout, moi qui le croyais, c'est pas l'ennemi du tout de la cybersécurité. Hein. On est d'accord? On vous entend pas. Allô, allô? Vous m'entendez? Ah voilà, là c'est bon, on vous entend. Allez-y. Donc oui, voilà, vous avez parfaitement résumé ma conclusion et j'ajouterais juste que si nous, Google Cloud, pouvons aider les collectivités territoriales à réussir leur transformation numérique en plaçant la sécurité au centre, c'est-à-dire ce qui est un des enjeux et la bonne pratique recommandée, c'est de prendre en considération la cybersécurité comme un pilier essentiel de la transformation numérique. Donc, dans ce cas-là, si le message est bien passé, j'ai réussi ma prestation. Eric, quelques mots peut-être sur la formation, peut-être, non? Ou alors je vous laisse libre. Non, j'allais justement terminer sur ce sujet-là, rappeler à tous les élus que dans le cadre de notre responsabilité sociétale et environnementale d'entreprise, nous proposons depuis 2001 des formations certifiantes et diplômantes. Ça s'appelle la Cisco Networking Academy. C'est absolument agnostique des solutions Cisco, hein, donc c'est vraiment de l'éducation fondamentale. Et il y a à peu près 35 000 personnes chaque année qui reçoivent des diplômes. Dans la grande majorité sont des étudiants, mais une minorité sont aussi des gens en reconversion professionnelle. Et donc on a parlé beaucoup de cybersécurité. S'il y a bien un domaine où il y a une pénurie de compétences, c'est bien ce domaine-là. Et on apporte notre modeste pierre. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes mis en relation avec des écoles pour pouvoir recruter des jeunes talents français. Merci Amandine. Alors, un site superbement bien fait, accessible à tous et à toutes, cybermalveillance.gouv.fr. Quelques mots Amandine, s'il vous plaît, avant de céder la parole à Gwenaëlle. Moi, je voudrais juste dire tous ensemble, notamment par rapport au rétex.
des collectivités entre elles sur ce qu'elles peuvent vivre en cas d'attaque, mais aussi sur les outils qu'elles peuvent utiliser pour se sécuriser. Bon, voilà, toutes les bonnes pratiques qu'elles ont mises en œuvre. Voilà, il faut absolument qu'elles partagent en fait et qu'elles osent parler de ce qui leur est arrivé ou des actions qu'elles mettent en œuvre. Je pense que c'est vraiment important de libérer la parole à ce niveau-là et que tout le monde partage ensemble, notamment entre elles, les collectivités, pour pouvoir avancer et pouvoir mieux se sécuriser encore. Merci Amandine. Enfin, Gwenaëlle, pour l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information l'ANSSI. Gwenaëlle, le mot de la fin pour vous. Ouais, merci beaucoup. Je voulais juste dire que la cause est urgente, l'enjeu est là, les moyens sont sur la table, les acteurs sont mobilisés, tous les prestataires de services, les fournisseurs de produits, on a ce qu'il faut en France pour sécuriser les systèmes d'information. Donc il est urgent d'y aller. Et aujourd'hui, on est prêt à vous accompagner. Alors l'ANSSI évidemment, mais et aussi cybermalveillance et tous les acteurs étatiques sont prêts à assurer. Donc allez-y, demandez de l'aide. On est prêt à vous accompagner et ça vaut le coup parce que en cas d'attaque, c'est vraiment désastreux. Donc il faut absolument c'est dans la cybersécurité et les moyens sont aujourd'hui disponibles pour y arriver. Mesdames, messieurs, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation, nos intervenants bien évidemment. Toutes ces informations, vous les retrouverez aussi sur le site www.ecoterre.org et puis ils ont les uns les autres des sites très très intéressants. Il y a des infos, vous pouvez vous faire accompagner, etc., etc. Bien évidemment, cible potentielle, nous le sommes toutes et tous. Ne pas jouer à l'apprenti sorcier, hein. Genre, je connais, pas du tout, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis, surtout pour un numérique de confiance et puis les échanges de bonnes pratiques. Nous l'évoquions bien évidemment. Un grand merci donc à vous toutes et à vous tous. Un grand merci aux émotionneurs. Je le répéterai jamais assez, ils sont là de partout, ils sont brillants, ils ont été extrêmement sages. On vient d'inaugurer des studios magnifiques au cœur même de Paris, ça va leur porter chance, ça va nous porter chance. J'en suis sûr. Un grand merci à Quentin Lemiestre qui m'a aidé à préparer cette visioconférence. Et puis, si vous suivez l'actualité de Mission Écoterre France et territoires numériques, sachez que nous sommes, et vous le savez, extrêmement sensibles à la transition environnementale des territoires qui est d'une importance capitale pour nos collectivités. Nous sommes actuellement au Low Carbon World par des expos à Paris, porte de Versailles, demain et après-demain. J'aurai le plaisir d'animer une table ronde le 24, donc jeudi à 12h au pavillon 6, et ce sera en direct aussi. Le lien de diffusion est sur le site www.ecoterre.org. Merci à tout le monde. Sur la cybersécurité, c'est sûr, je vous l'avais promis en octobre, on y reviendra d'ici la fin de l'année. Il y a encore beaucoup de choses à dire et à partager. Merci à vous, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.